embrassons. Bisous. Gros bisous. Bonne journée. À demain. Bye bye. De l'info, du partage, des rencontres, bienvenue au bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Et oui, me revoici, il fait beau, tout va bien, bienvenue au bar de l'économie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique, et merci encore pour votre fidélité, que ce soit en Facebook Live vidéo, page bar de l'économie, ou en web radio idfm98.fr, ou bien tout simplement en FM 98.00, bien sûr. Et pour réécouter cette émission, connectez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler prévention, sécurité et secourisme. On va parler aussi digitalisation des entreprises et comment on peut améliorer son push marketing, si je puis dire. Et pour en parler, et puis nous aurons aussi notre chroniqueur du jour, Sébastien Mazin-Pompidou, pour son analyse sur la crise du pétrole. Et pour parler de ces deux thèmes que je viens d'énoncer, eh bien, j'ai à mes côtés France Marquet, bonjour. Bonjour. France Marquet, vous êtes gérante de France Prévention Secourisme, vous êtes installée depuis 12 ans en Val d'Oise d'ailleurs. Votre organisme propose des formations de qualité et de rigueur, à la fois ludiques et à la fois pédagogiques, pour tout ce qui est la prévention, le secourisme, j'imagine les bons gestes à savoir. Et d'ailleurs, on saura tout dans quelques minutes puisque vous intervenez à la fois sur la sécurité au travail et la santé. Et puis, à vos côtés, nous aurons par téléphone, mais en direct, nous aurons Jonathan Vidor. Jonathan Vidor était venu nous voir il y a quelques mois pour nous parler de sa société JV Web qu'il a créée en 2004. Et avec lui, on parlera bien sûr du déconfinement. Est-ce qu'il y a eu progression ou pas? Comment il voit les chiffres du digital en ce moment? Quelles sont les bonnes plateformes à utiliser? La super lancée d'Instagram, bien sûr, et puis aussi de TikTok, vous verrez, il y a peut-être, et puis une nouvelle plateforme dont on parle peu, mais dont on va parler avec lui. C'est réservé surtout à tous ceux qui créent et pour vendre des produits neufs. Donc tous ceux qui ont ça peut donc être bien utilisé en ces temps de confinement. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors voici la première. Pour le deuil d'un enfant, le Parlement a donné son feu vert unanimement pour un allongement à 15 jours ouvrés. Pourtant, le 30 janvier dernier, les députés de La République En Marche avaient refusé la proposition de loi par les centristes instaurant un congé de deuil de 12 jours en cas de décès d'un enfant mineur, contre 5 auparavant. Alors face à ce tollé, le président de la République, Emmanuel Macron, était monté en première ligne dès le début février. Et il avait dit que le gouvernement va corriger les choses pour que l'humanité retrouve l'efficacité. Et c'est fait depuis hier, donc 15 jours de congé pour le deuil malheureusement d'un enfant. Autre information du jour, c'est l'annonce que tout le monde attendait, c'est la conférence qui a eu lieu hier. Emmanuel Macron, le président de la République, a détaillé le plan d'aide pour la filière automobile à hauteur de 8 milliards, dont 5 milliards à Renault. Un plan très tourné vers l'électrique lors de cette conférence donnée depuis l'usine Valeo de l'équipementier automobile auprès du Touquet. Alors la première mesure, c'est la prime à l'achat, augmentation du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique neuf, 7 000 € pour un particulier. Pour les entreprises et les collectivités, ce bonus s'élèvera à 5 000 €. Pour les véhicules hybrides rechargeables, le bonus sera de 2 000 €. Et puis la seconde annonce qui a été faite, c'est prime à la conversion d'un montant de 3 000 € à l'achat d'une voiture hybride neuve, de 5 000 € pour une électrique à partir du 1er juin et dans la limite de 200 000 véhicules. La mesure, par contre, il y a une contrainte, j'allais dire, la mesure s'applique à un revenu fiscal par part de référence, donc inférieur à 18 000 € net. Alors concernant Renault, le prêt de 5 milliards d'euros promis par le gouvernement dépendra de l'issue de la table ronde entre le constructeur, les syndicats et les élus concernés par l'avenir des sites industriels du groupe aux losanges, a déclaré le président donc, de la République hier. Et ça, c'est bien sûr pour sauver les salariés de l'usine de Maubeuge et de Douai.
Emmanuel Macron a aussi annoncé que Renault avait accepté de rejoindre le programme européen de batteries électriques porté par son concurrent PSA, l'alliance Peugeot, Citroën, Opel, et le groupe Saft, la filiale de Total, et qu'il rentre au capital et développer bien sûr lui aussi le projet. Alors, cette décision fait partie des engagements exigés par l'État afin de promouvoir la filière de production en France en contrepartie des aides apportées notamment à Renault. Pour l'instant, les batteries pour véhicules électriques sont fabriquées presque exclusivement en Chine, au Japon aussi et en Corée. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. En décembre dernier, la Commission européenne a autorisé 7 États membres, souvenez-vous, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Italie, la Pologne et la Suède. Et l'autorisation, c'était investir conjointement 3,2 milliards d'euros pour développer les batteries électriques européennes. On a aussi appris hier que Renault a décidé de développer donc le moteur électrique de l'Alliance à Cléon, projet qu'il avait initialement prévu en Asie, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et puis l'objectif, a dit le président, est de faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, portant à plus d'1 million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques hybrides, rechargeables ou hybrides dans le pays, a-t-il déclaré. L'objectif est de 100 000 bornes électriques sur l'ensemble du territoire. L'objectif était fixé pour l'année 2022, mais il est désormais avancé à la fin de l'année 2021. Renault doit donc détailler son plan d'économie de 2 milliards d'euros à la fin de cette semaine afin d'obtenir le prêt garanti par l'État, mais on murmure déjà que le groupe s'apprêterait à supprimer 5 000 emplois d'ici 2024 sur les 48 500 salariés. On se doute qu'il privilégiera le non-remplacement de salariés partant en retraite plutôt que des licenciements ou des départs volontaires et coûteux. Alors dans cette annonce du président, on peut tout de même s'étonner que rien n'ait été annoncé pour les voitures à l'oxygène. On voit que le gouvernement qui est maintenant à départ dans les 2 constructeurs automobiles s'oriente uniquement vers l'électrique. Donc c'est l'État qui oriente les décisions d'investissement économique des constructeurs automobiles. Autre info dans l'automobile, c'est McLaren, le fabricant britannique, qui annonce une restructuration pour son écurie de F1 par la suppression de 1200 emplois sur les 4000 qu'il emploie, soit donc un quart de ses effectifs, et bien sûr en raison de l'impact de la pandémie sur ses activités. Le constructeur explique bien sûr avoir souffert de l'annulation en Formule 1 son activité phare ou encore de l'arrêt de sa production et de la vente en particulier. Il met aussi en cause le plafonnement du budget décidé pour les écuries F2 F1 pour la saison 2021 qui passera de 175 millions de dollars en 2020 à 145 millions de dollars en 2021 pour faire face à cette crise économique. McLaren n'a pas dit combien d'emplois seraient concernés dans la F1, mais selon la BBC, la marque devrait supprimer 70 postes sur un effectif de 800. La presse britannique a d'ailleurs relevé il y a quelques jours que McLaren cherchait à négocier un emprunt de 275 millions de livres en proposant comme garantie son siège social et sa collection de voitures anciennes. Autre info du jour, c'est Tesla qui envisage de développer plusieurs types de batteries avec l'université canadienne de Dalhousie. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que l'une de ces batteries n'utiliserait que 20% de cobalt. Vous savez bien qu'on dit que c'est pas très environnemental, les batteries électriques. Eh bien, l'une de ces batteries n'utiliserait que 20% de cobalt, tandis qu'une autre aurait remplacé ce métal par du phosphate de fer, ce qui permettrait en plus d'être un peu plus environnemental, mais surtout d'abaisser les coûts. Ces batteries seraient facturées dans une usine Terafactory, décrite comme 30 fois plus grande que l'usine Gigafactory implantée dans le Nevada aux États-Unis. Alors la faible teneur en cobalt se rapproche des 100 $ par kilowattheure, coût à partir duquel les experts s'accordent à dire qu'il permet aux voitures électriques d'être quasiment à égalité avec des prix de voitures à essence ou diesel. Voilà un petit peu pour les nouvelles concernant Elon Musk dont je vous parle bien sûr régulièrement. Alors si vous êtes chinois et que vous attendez le modèle 3 Long Range de Chine, la Gigafactory de Shanghai débute sa production et les premiers clients devraient recevoir les modèles courant du mois de juin ou tout début juillet. Son autonomie est comprise entre 530 et 650 km.
Autre nouvelle du jour, c'est SFR. On vient d'apprendre que la filiale d'Altis Europe s'est vue notifier l'an dernier un total de 245 millions d'euros de nouveaux redressements fiscaux par le ministère des Finances, et c'est Capital qui annonce cette information sur son site internet. Ces redressements sont notamment liés à l'usage contesté par le groupe de la TVA réduite sur la presse via le kiosque SFR Presse, précise Capital. En ajoutant les montants réclamés les années précédentes par Bercy, la somme atteint 451 millions d'euros pour SFR. Bien sûr, SFR n'a pas fait de commentaires. On passe à quelques infos européennes. C'est l'Allemagne qui se déconfine avec prudence. 10 personnes ou 2 familles pourront se réunir dans des lieux publics au maximum, puisque l'Allemagne prolonge les règles de distanciation jusqu'au 29 juin pour contenir l'épidémie du coronavirus. C'est ce qu'a décidé le gouvernement et les 16 États régionaux hier, qui recommandent donc de maintenir les personnes à distance. En France, la décrue continue. La Direction générale de la santé a annoncé 1500 malades environ soignés en réanimation par le coronavirus. Et je vous rappelle que ça fait déjà 28 500 morts depuis le début mars. Et puis, dernière info du jour, c'est les pays de l'Union européenne qui doivent coopérer pour protéger leurs banques de l'impact de l'épidémie du coronavirus, a déclaré José Manuel Campa, le président de l'autorité bancaire européenne. Ce n'est pas anodin, cette annonce, puisqu'on attend des décisions suite à la communication franco-allemande. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, du fonds de relance souhaité de 500 milliards d'euros visant à aider les États membres les plus durement touchés pour redresser leurs économies, car les décisions doivent être prises cette semaine. Et je vous signale que c'est rejeté pour le moment par plusieurs pays dits frugaux, comme par exemple l'Autriche ou les Pays-Bas, c'est-à-dire les pays qui gèrent bien leurs économies. Et donc ça va alimenter un débat sur l'opportunité pour les pays riches de l'Union européenne, comme l'Allemagne, de soutenir leurs établissements financiers qui connaissent quand même pas mal de difficultés, et notamment comme celle de l'Italie. Alors l'idée, a déclaré le président de l'autorité bancaire européenne, serait de faire une forme de TARP. Je vais vous expliquer ce qu'est le TARP. Souvenez-vous, pendant la crise financière de 2007-2009, les États-Unis avaient créé le Troubled Asset Relief Programme, bref, un programme de relance économique qui avait permis d'injecter des dizaines de milliards d'euros dans le système bancaire américain. Et là, le fonds de relance de l'Union européenne pourrait jouer un rôle, suggérant que l'aide concerne les banques qui disposent de fonds fondamentalement solides, mais qui se trouvent handicapés par l'économie. Et ça pose encore une fois le problème de l'état des banques, en particulier italiennes ou espagnoles. Voilà, c'est les infos du jour. On va tout de suite faire une petite promenade musicale. Et puis, ensuite, place à notre premier sujet du jour, la prévention, le secourisme, et puis les bonnes mesures et les bons gestes. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Ouais, vous pouvez le mettre en bruit, ça fonctionne. Vérifiez le son. Voilà. Non, c'est un fichier qu'elle a trouvé libre de droit. Non, c'est pas mon truc, ça. Non, mais bon, c'est bien tout, mais là... C'est quoi cette merde? C'est de la merde. C'est de qui ce son, tu peux me Il dire? sert à rien, différents Kevin, c'est trop fichier. Mais non, mais c'est marqué, ça. Ouais, bah différents Kevin. D'accord. C'est moche. C'est des créations. Et animal. Voilà, au bar de l'économie, vous avez vu, c'est nouveau. Maintenant, on vous emmène sur des promenades musicales de création. Et là, c'était du groupe Event.
Alors aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Jonathan Vidor pour JV Web et puis de France Marquet, gérante de France Prévention Secourisme. France Marquet, comment vous est venue l'idée de créer votre société il y a 12 ans? Alors en fait, je suis rentrée pompier volontaire il y a une douzaine d'années. Et à côté de ça, je faisais mes études, donc un Master 2 en management de la santé et sécurité au travail. Et par rapport à ça, j'ai combiné à la fois et mes études et ma passion pour les pompiers pour créer ma propre structure. Donc France Prévention Secourisme, c'est un organisme de formation et conseil vraiment spécialisé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Quels sont les secteurs qui sont le plus demandeurs, j'allais dire, des bonnes règles de sécurité et d'hygiène peut-être aussi? Alors, étant donné que c'est des formations obligatoires pour la plupart, c'est vrai que ça touche un peu tout secteur d'activité, mais on travaille principalement avec le secteur de la logistique, du BTP, du tertiaire, et puis après ça peut toucher un peu tous les autres secteurs. Donc, comme vous faites partie de ce qu'on appelle les TPE, c'est la majorité des entreprises en France, est-ce que le confinement a provoqué un arrêt total de vos activités ou est-ce que vous avez réussi donc à pouvoir rebondir? En tout cas, comment avez-vous fait? Alors en fait, nous, en tant qu'organisme de formation, on a dû stopper complètement notre activité par l'arrêté du 15 mars. Alors, il y a eu une quinzaine de jours où ça a été un petit peu compliqué, le temps d'annuler toutes les formations qui étaient déjà prévues, d'annuler les formateurs et de voir ça avec les clients. Et puis, comme tout le monde, il a fallu rebondir. Et étant dans le domaine de la prévention, j'ai trouvé ça normal de proposer des conseils auprès de mes clients pour tout ce qui était mesures de prévention liées au Covid. Donc, j'ai anticipé un petit peu la sortie en proposant des formations et du conseil auprès de mes clients pour voir ce qu'ils pouvaient mettre en place et vraiment l'adapter à leur structure. Alors justement, parlons-en de cette nouvelle formation finalement que vous avez créée pour rebondir suite à cette pandémie. Donc vous avez dû arrêter votre activité quoi, pendant 15 jours, 3 semaines ou plus? Alors non plus, malheureusement après le temps que l'idée vienne, que je crée les documents, sachant que c'était en amont du protocole national de déconfinement. Donc voilà, j'ai fait plusieurs recherches et autres sur le sujet. Ma première démarche était d'abord d'aider mes clients en leur envoyant régulièrement des informations sur les différentes aides qu'il y avait. Et ensuite, on a développé cette formation. Donc le temps de créer le programme, le temps de créer les différents supports. J'ai mis plus d'un mois avant de pouvoir proposer cette formation, donc qui a été proposée dès le mois d'avril. Dès le mois d'avril. Donc finalement, vous avez eu un mois d'arrêt et maintenant, vous pouvez proposer cette nouvelle formation. Alors, on aimerait savoir quels sont les bons gestes finalement, quels sont les gestes barrières, puisque c'est l'objet d'éviter cette pandémie et d'autres d'ailleurs pandémies. Alors en fait, je me base sur les principes généraux de prévention qui sont inscrits dans le Code du travail, qui sont au nombre de 9. Et le premier principe, c'est d'éviter le risque, c'est-à-dire d'éviter l'exposition au virus. Pour ça, donc, il y a eu le confinement bien entendu, mais pour les sociétés, ça se traduit par le télétravail. Donc ça, c'est vraiment la première mesure. Donc finalement, avant de mettre un masque ou de dire de se laver les mains, la première mesure pour vous, c'est le télétravail. Exactement, puisqu'en fait, les masques sont des équipements de protection individuelle qui arrivent qu'en 8e position. Donc en amont, il y a bien entendu donc, le télétravail, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place, la distanciation par exemple en fait partie. Et puis vient en dernier ressort, parce que porter le masque c'est très bien, il le faut, mais c'est pas toujours agréable de le garder. Donc voilà, il y a d'autres mesures collectives qu'on peut mettre en place. Et le masque, bien entendu, sera une des mesures, d'autant plus si la distanciation n'est pas faisable. Pour vous, le télétravail doit devenir une habitude, doit rester dans les mœurs d'ici on peut? Alors, tous ceux qui peuvent le faire, ça reste quelque chose d'efficace. Bien entendu, ça nécessite plusieurs choses. D'une part, de créer soit un accord cadre, soit une charte de télétravail. Et puis derrière, il faut continuer à manager les équipes qui sont à distance. Il ne faut pas les oublier. Et également travailler sur toute la partie risques psychosociaux qui peut engendrer du fait de l'isolement, du fait peut-être de se sentir un petit peu moins impliqué dans la structure, etc. Donc toutes ces mesures-là sont à prendre en compte, mais le télétravail reste une des bonnes solutions.
Après, il y a plein d'autres mesures qui peuvent être mises en place dans les structures. Alors expliquez-nous, parce que justement, on aimerait connaître quels sont les bons gestes ou les bonnes mesures à prendre. Alors, les gestes barrières du gouvernement, il faut bien entendu les respecter. Il faut mettre en place un protocole de désinfection, de nettoyage et de désinfection de manière régulière, notamment sur les surfaces de contact. Combien de fois par jour, combien de temps, par votre avis? Alors après, là, il y a le protocole national de déconfinement qui donne ces durées, cette fréquence. Ils estiment à peu près qu'il faut au minimum une fois par jour pour tout ce qui est surface de sol, et puis au moins 2 fois par jour pour les surfaces de contact, comme les interrupteurs, les poignées, les boutons d'ascenseur, les tourniquets, etc. Après, qui peut le plus, peut le moins. Donc plus vous pourrez désinfecter, mieux ce sera. Mais c'est déjà des solutions. Donc, par exemple, pour les cabinets médicaux, où il faut le faire à chaque patient qui passe, comment fait-on? Alors, tout ce qui est fauteuil, par exemple, si la personne vient, ou le matériel utilisé, bien entendu. Mais là, c'est déjà des structures qui faisaient déjà ces gestes-là. Donc, pour eux, c'est pas une contrainte vraiment supplémentaire, si ce n'est éventuellement le port du masque qu'ils ne faisaient pas auparavant. Mais il y avait déjà cette désinfection. Et je pense que justement, le Covid peut avoir un avantage, c'est redonner des règles de base au niveau hygiène pour les gens, comme se laver les mains régulièrement avant ou après manger. Logiquement, on ne devrait pas avoir le rappel. C'est censé être quelque chose qui devrait être inné déjà et respecté. Ça fait partie du programme de formation, de rappeler aux gens de se laver les mains avant et après déjeuner? Puisque ça fait partie des gestes barrières, donc bien entendu, on le rappelle. Mais en plus des protocoles de nettoyage de désinfection, on va mettre en place des procédures en cas d'apparition de personnes symptomatiques ou de cas contacts. Donc ça, c'est des documents qui doivent être rédigés par les différentes entreprises. Il y a bien sûr la distanciation. On verra comment le mettre en place. Alors là, on a le cas avec les écrans plexi dans le studio. Dans notre studio, on a mis des écrans plexi, effectivement. Donc là, on se parle à travers un écran, finalement. Voilà, mais ça, c'est une des mesures qui peuvent être en tant qu'équipement collectif. Voilà. Donc après, on va adapter en fonction de l'activité, de l'effectif, de leur environnement de travail également, et on va voir ce qui est faisable de faire. Le but étant de maintenir l'activité et la production au maximum. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait appel à vous, vous déplacez en entreprise pour étudier ce qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est des formations. Alors, je peux les proposer en visio pour ceux qui préfèrent maintenir une distance, mais de préférence, on essaye quand même d'aller en présentiel pour pouvoir vraiment s'adapter au cas par cas. Oui, vous avez dans votre société, vous utilisez une vingtaine de formateurs qui se déplacent. Alors, il y a 25 formateurs chez France Prévention Secourisme. Chacun, après, a sa spécialité, mais on essaye d'intervenir. Pour le moment, c'est un peu plus moi, puisque c'est plus ma partie, on va dire, la prévention, de par mes études et mon expérience. Mais après, certains de mes formateurs peuvent également intervenir et conseiller. Alors vous intervenez, je le rappelle, France Marquée parce que vous êtes dirigeante de votre société, France Prévention Secourisme, mais vous intervenez aussi en incendie, en ergonomie aussi, et puis en prévention, ça on vient d'en parler. Qu'est-ce que c'est que l'ergonomie parce qu'on en parle un petit peu moins. Alors l'ergonomie, ça peut être sous forme, soit par exemple pour tout ce qui est manutention de charge. Donc là, on peut aller former les salariés à tout ce qui est déplacement de charge. Et on peut également faire de l'ergonomie de poste bureautique, notamment pour ceux qui sont dans le secteur tertiaire. Et là, en ce moment, j'en fais pas mal sur les personnes en télétravail. Donc on peut faire la formation à distance en visio si nécessaire. Et là, c'est du conseil d'aménagement, d'ajustement de poste, de l'écran, l'importance d'avoir une zone de confort, en tout cas, pour éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, donc les fameux TMS. Donc là, c'est par exemple la hauteur de notre siège derrière son ordinateur. Ça va être comment ajuster, en tout cas, le réglage du fauteuil, de l'écran, placer la souris, éventuellement conseiller sur des petits accessoires ergonomiques comme un tapis avec un gel pour tout ce qui est protection au niveau des poignets, etc. Avec un support, un petit rebond, j'allais dire, pour supporter son poignet, pour éviter qu'on ait l'effort à faire. On a ça au niveau des tapis de souris, au niveau des claviers. Alors ça évite quoi? Ça évite les mal dans les tendons? Alors principalement, c'est le fameux syndrome du canal carpien qui permet justement d'éviter par rapport à la posture qu'on peut avoir, qui peut être contraignante au niveau du travail sur écran.
Alors quand on est assis comme ça derrière son bureau pour des postes plutôt administratifs, hein, alors est-ce que sur sa chaise, souvent ce sont des chaises à roulettes qu'utilisent beaucoup de monde, est-ce qu'il faut avoir les pieds qui touchent le sol ou bien faut-il avoir les pieds sur une barre? Alors plutôt sur un repose-pied dans ce cas-là. Même pas les pieds qui touchent le sol. Ça dépend de la taille de la personne, comment elle est ajustée. En fait, le réglage va se faire plutôt par rapport au bureau. Donc, il faudra avoir les bras, les coudes à 90 degrés au niveau du bureau. Donc après, en fonction de la hauteur de la personne et de la hauteur du bureau, bien entendu, on pourra régler. Mais après, le repose-pied peut être une bonne mesure. C'est-à-dire que ça, parce qu'il faut être assez élevé par rapport à son écran, c'est ça? Il faut regarder l'écran du haut vers le bas. Le haut de l'écran va être au niveau de la ligne du regard. Donc, après, on peut ajuster. Il existe des solutions pour surélever les écrans. On a des écrans réglables maintenant. Donc, il y a plein de techniques. Mais là aussi, on fait du cas par cas principalement. Merci pour tous ces bons petits conseils, France Marquet. On va faire une nouvelle petite promenade musicale et on revient avec vous dans quelques secondes. Quel groupe, s'il te plaît? Je sais même pas le numéro. Voilà. Mais ça arrive maintenant. Vous allez retourner? Ouais, bah attends. Non, je t'attends que tu finisses. Là, c'était encore une création musicale, ça s'appelle No Secret et c'est du groupe ou de la personne, je ne sais pas, Go Soundtrack ça s'appelle. Voilà, si vous voulez rechercher, vous trouverez tout sur vos plateformes préférées, bien sûr. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Jonathan Vidor qui a créé JV Web et puis de France Marquet avec qui nous parlions en prévention secourisme puisqu'elle a créé une société dédiée à ce thème qui s'appelle France Prévention Secourisme, plus connu sous le nom de FPS, connu depuis 12 ans déjà. France Marquet, comment vous est venue l'idée de créer votre société? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des études spécifiques dans ce domaine, mais une femme, on a plutôt l'impression que c'est un métier d'homme, et qu'il faut de la poigne quand il faut faire, je ne sais pas moi, des massages cardiaques. Comment ça vous est venu cette idée? Alors, il ne faut pas forcément de la poigne, il faut plutôt de la technique. C'est pour ça qu'on fait une formation de secourisme d'ailleurs. Non, comme je vous disais, c'est le mix entre à la fois mes études et ma passion de pompier. Et j'ai vraiment voulu allier ces deux points-là. Et puis, naturellement, le fait de transmettre l'information, d'enseigner, d'aider les gens à ma façon, en fait. Je trouvais ça intéressant et c'est venu naturellement de proposer ces thèmes-là et de conseiller surtout mes clients. Alors, on va parler un petit peu de votre modèle économique, si je puis dire. Vous avez décidé de prendre un statut de ne pas vous salarier finalement, c'est ça? Tout à fait, je suis travailleur non salarié, TNS. Parce que vous êtes gérante majoritaire. Oui. Donc du coup, avec la crise Covid, avez-vous eu droit à des aides? Comment faites-vous puisque vous n'avez pas de feuille de paye, j'allais dire, régulièrement? Non, et puis il n'y a pas de paye même en ce moment, malheureusement. La situation fait que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Alors on a de la chance d'avoir la trésorerie puisque c'est une société qui tourne, donc jusque-là ça va. Effectivement, le fait d'être travailleur non salarié, on n'a pas le droit au chômage partiel.
J'ai pas eu le droit non plus à tout ce qui est garde d'enfants, malgré que j'ai mes 2 filles à garder. Mais après, voilà, il y a eu les aides, notamment le fonds de solidarité, qui a été une des mesures. Et puis après, j'avais le droit au prêt garanti d'État, mais ma société n'a pas de nécessité de faire ce prêt supplémentaire. Par contre, vous avez fait appel au fonds garanti par l'État, J'ai fait appel uniquement au fonds de solidarité. au fonds de solidarité, Voilà. qui vous a octroyé quelle somme? Vous avez eu la Alors, j'ai décision? eu 1 500 € au mois d'avril, au mois de mars et au mois d'avril. La décision s'est faite rapidement ou vous avez dû attendre un certain temps? Non, ça a été assez rapide. La mesure est assez simple en plus à mettre en place. Par le biais directement, ça se fait en ligne et c'est assez simple, on a un retour rapide. Étant donné que j'avais plus du tout d'activité sur mars et sur avril, puisque le temps de lancer les formations et que celles-ci vont être réglées à peu près là sur le mois de mai, donc ça m'a permis au moins de bénéficier de cette aide sur les 2 premiers mois qui ont été un peu compliqués. Donc ça vous paye un petit peu de charge peut-être, de charge fixe? Ça aide aux charges fixes, alors malheureusement ça couvre pas tout, puisqu'entre les loyers, les assurances, etc., c'est un petit peu plus élevé. Mais ça permet déjà de couvrir une partie. Et après, comme je vous disais, c'est la trésorerie. Et mes clients qui ont été bien sympas, puisqu'ils ont tous réglé majoritairement leurs factures. Donc vous n'avez pas eu à courir après les clients, contrairement à d'autres. Là-dessus, ça a bien fonctionné. J'ai encore, comme beaucoup de sociétés, hein, normalement, de l'argent dehors. Mais en tout cas, ouais, beaucoup ont joué le jeu, en tout cas, ils ont payé leur dette. Ce qui est une bonne chose, surtout pour permet de quand on sauver est une la société. TPE, c'est sûr. Voilà. Quel est votre modèle économique pour vous développer? Comment vous allez envisager le futur? Alors, bien sûr, continuer de toute façon les formations qu'on propose. Là, on essaye de relancer, puisque depuis le 11 mai, on a le droit, on a l'autorisation, les organismes de formation, de reproposer nos formations en présentiel. Donc là, principalement, j'essaye de recontacter mes clients, de les rassurer en leur envoyant toutes les mesures. J'ai créé une note sur toutes les mesures que nous, on a mis en place pour nos formations. Donc qui a été transmise bien entendu à tous mes formateurs, et on essaye petit à petit de reprogrammer. Alors c'est vrai que là les gens ont plus tendance pour le moment à redévelopper leur activité, ce qui est normal, et les formations secourisme incendie ont beau être obligatoires, ça passe quand même en second plan malheureusement. Donc je pense que c'est des formations qui vont plus avoir lieu en fin d'année. Donc on essaye de reprogrammer sur le mois de juin ce qu'on peut, et puis après plutôt sur la fin d'année. Vous envisagez juillet-août comme une période très calme, vous voulez dire? Tous les ans, c'est déjà une période très calme pour nous. Là, peut-être qu'il y en a qui partiront moins en vacances, etc. Mais malgré tout, je pense qu'avant septembre, il ne se passera pas grand-chose. Donc il va falloir encore faire le dos rond pour vous encore quelques semaines. Exactement, ça va être encore un petit peu compliqué pendant quelques jours, mais voilà, tout le monde est dans la même situation, donc aucun souci là-dessus. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur France Marquée? Justement, que l'activité redémarre. Et puis, j'ai plein de projets. Voilà. Cette année, on avait développé notamment tout ce qui était qualité de vie au travail. Et en faisant appel à des praticiens spécialisés dans ces domaines. Et j'espère pouvoir continuer dans cette aventure parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, j'espère pouvoir mettre en place tout ça. Ce que vous voulez dire, c'est que pour une société dans la prévention et le secourisme, chaque année, il faut imaginer des nouveaux thèmes. Il faut se développer comme tout le monde, et puis c'est surtout quelque chose qui est assez large, la santé au travail, et il faut essayer de toucher tous les domaines qui le concernent, et c'est important, une fois que les mesures de sécurité sont en place, de voir tout ce qui est amélioration des conditions de travail et donc la qualité de vie. Alors on n'a pas parlé tarifs à ce micro pour le moment. Combien ça coûte de mettre en place un programme? Bon, j'imagine que ça dépend des programmes, bien sûr. Alors par exemple, une formation Covid avec tous les conseils qu'on peut mettre en place, c'est un tarif unique pour toute société de 500 €. Ça peut aller jusqu'à un groupe de 9 personnes, puisqu'on ne peut pas être plus de 10 en présentiel. Après une formation de secourisme, par exemple une formation de sauveteur secouriste du travail qui est sur 2 jours, on est à 1 200 € pour un groupe de 10 personnes, pour 2 jours de formation avec un certificat à l'issue. Et si on est une personne seule et qu'on veut par exemple un conseil en ergonomie justement pour savoir comment bien s'installer à son bureau, est-ce que là on peut aussi faire appel à vous? Alors pour tout ce qui est formation, on fait des formations ce qu'on dit inter-entreprises avec des inscriptions individuelles, notamment pour le SST, le sauveteur secouriste du travail, ou pour les membres du CSE. Après pour toutes les autres formations, ça va être au cas par cas,
puisque j'ai pas suffisamment de demandes pour faire des sessions inter-entreprises, mais là on peut faire du conseil en visio, on peut faire plein d'autres choses maintenant qui sont développées. Et justement, vous allez le développer, ça, le conseil en visio pour le futur? Je le fais déjà Vous et allez le garder? je continuerai à le développer par la suite. Parce que ça peut être des consultations beaucoup plus rapides et peut-être même plus accessibles financièrement pour certaines personnes. Effectivement, et puis ça permet aussi de toucher plus large, en tout cas au niveau géographique, d'accéder à des clients qui avaient des demandes jusqu'à présent et pour lesquelles on ne pouvait pas forcément intervenir, et là on pourra le faire. Merci France Marquet d'avoir été avec nous aujourd'hui au bar de l'économie. On va peut-être rappeler, si on veut vous contacter, quel est votre site internet? Alors c'est www.fps95.com. Voilà, on vous souhaite une bonne continuité. On va tout de suite poursuivre cette émission avec l'analyse de Sébastien Mazin-Pompidou. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la crise du pétrole quand le prix du baril était descendu à 10 $, avait même été négatif et puis était remonté aux alentours de 37 €. Donc voici l'analyse de Sébastien Mazin-Pompidou sur le pétrole. Sébastien Mazin-Pompidou, il y a un mois, j'avais noté et j'avais parlé à l'antenne de la chute historique du cours du pétrole. Que s'est-il passé depuis? Et puis pourquoi ça n'était pas finalement une bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et notamment avoir moins cher, par exemple, à la pompe pour nous, les consommateurs français? Alors, merci Florence pour la question. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rassurez-vous, le pétrole a de nouveau retrouvé des cours dits standards, puisque aujourd'hui, le cours du pétrole, WTI américain, tourne autour des 30 $ le baril. Donc on est revenu à la normale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'aviez expliqué précédemment à l'antenne, c'était une concordance de plusieurs facteurs qui ont fait que ces cours s'étaient retrouvés historiquement bas. Mais en avons-nous vraiment profité, nous, consommateurs? La réponse est non. La réponse est non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en France, mais partout ailleurs, le pétrole est taxé. Et avant que l'évolution du cours de cette matière première vienne impacter directement le prix à la pompe, il va falloir attendre plusieurs semaines que cela se ressente vraiment sur le porte-monnaie. Alors, est-ce que c'était une bonne nouvelle ou pas? Dans un premier temps, on est tous tentés de dire que oui, c'est une bonne nouvelle de voir un cours du baril extrêmement bas. Surtout pour un pays comme la France qui importe énormément de cette matière première puisqu'elle ne peut pas en produire. Mais dans les faits, quand on creuse, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que si ça rapporte, si le pétrole vient à coûter moins cher, mais comme je vous le disais, les automobilistes ne vont pas le sentir tout de suite, l'État, lui, va le sentir tout de suite, avec des recettes qui vont diminuer. Et la deuxième chose, c'est qu'avec des recettes qui vont diminuer, l'État pourra moins investir dans d'autres types de dépenses. Et immédiatement, quand on pense à d'autres types de dépenses énergétiques, on se dit toutes les énergies vertes. Naturellement, on va penser aux éoliennes, au solaire et compagnie. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a pas une énergie verte qui ne soit pas directement subventionnée par un État. Donc, ce que l'on pensait gagner comme avantage, avoir un pétrole négatif, et donc à s'imaginer que ça allait favoriser l'essor d'énergie verte, n'est pas vraiment le cas, et d'ailleurs n'est absolument pas le cas. Et ce qu'on pensait également gagner en se disant le pétrole est bas et super, ce sera moins cher à la pompe, n'est pas non plus la vérité. Alors comment on peut expliquer tout ça? De façon très simple. D'un côté, il y a des pays qui produisent du pétrole et de l'autre, des pays qui en importent. Le premier producteur et consommateur de pétrole, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui, depuis maintenant quelques années, avec l'extraction de gaz de schiste et pétrole de schiste dit non conventionnel, réussissent à s'autosuffire et à produire eux-mêmes le pétrole dont ils ont besoin. Par conséquent, leur premier fournisseur, qui était l'Arabie Saoudite, se retrouve en train de perdre des parts de marché puisque les Américains s'autosuffisent sur cette exploitation. Dans le même temps, les autres pays producteurs de pétrole, qui ne sont pas membres de l'OPEP, de l'organisation de la gestion du pétrole, où figure l'Arabie Saoudite, je pense à la Russie, qui est le deuxième producteur de pétrole, ils n'ont pas réussi ces pays à s'entendre conjointement. Il y avait d'un côté donc les pays de l'OPEP, de l'autre côté la Russie, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur une réduction de leur production qui aurait permis de maintenir un cours de pétrole autour des 25, des 30 $. Et donc du fait qu'ils ne se soient pas entendus sur ces cours-là, les prix ont flambé. Et après, Florent, je pense que vous en serez rendu compte, mais il y a encore quelques temps, plus de la moitié de l'humanité était confinée et par conséquent ne consommait pas de pétrole, aussi bien pour ces petits déplacements que nous pouvons faire nous avec nos voitures, mais également pour le transport aérien et le transport maritime qui était complètement à l'arrêt. Bien sûr.
Mais justement, on a vu donc, que se passe-t-il si une entreprise en fait a des contrats, comment fait-elle pour payer ou ne pas payer? Est-ce que c'est possible ne pas payer donc... Et c'est une bonne question, parce que c'est ça, principalement, qui expliquait qu'on s'est retrouvé à un cours négatif du pétrole. Il faut savoir qu'en bourse, l'essentiel des produits qui sont échangés, des titres qui sont échangés quotidiennement, sont des produits dérivés. C'est-à-dire ce sont des produits financiers qui ont pour sous-jacent un autre produit. Dans le cas du pétrole, ce sont des produits dérivés qui donnaient donc la possibilité à une personne détenteur de ce contrat d'acquérir du pétrole à une date définie en fonction du cours qui serait défini. Mais ce n'étaient pas des personnes qui achetaient du pétrole pour leur utilisation. En d'autres termes, ce n'étaient pas des compagnies aériennes qui détenaient ces titres et qui allaient avoir besoin de ce pétrole pour faire voler des avions. C'était tout simplement des financiers qui avaient fait des paris, entre guillemets, sur des variations de cours et qui avaient acheté ce genre de produit, leur donnant donc l'obligation, à la date d'échéance de ce produit, de récupérer le pétrole. Or, paradoxalement, toutes les capacités de stockage de pétrole dans le monde, au même moment, étaient saturées. On s'était retrouvé dans une situation où on allait même jusqu'à louer des immenses bateaux, non pas pour transporter le pétrole, mais simplement pour le stocker. Et on a d'ailleurs appris dans un article des Échos que ce coût de location de bateaux, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date, ne cessait d'augmenter et avait même été multiplié par 4. Donc c'est en partie ça qui fait que le temps d'une journée, le temps de quelques heures de cotation, on s'est retrouvé avec un cours négatif. Alors, est-ce qu'on peut avoir peur de manquer de pétrole? C'est la question qu'on se pose souvent. Aujourd'hui, quand on échange et quand on lit les publications des grosses majors, je pense à Total en France, mais naturellement il y a ses homologues néerlandaises, américaines et anglaises, on s'aperçoit que leur capacité de production n'est plus vraiment la principale préoccupation. Déjà, premièrement, parce qu'avec le pétrole de schiste, on sait qu'on arrivera à en produire quasiment quand on voudra, en gros. Deuxièmement, on découvre toujours, tous les ans, de nouvelles nappes, de nouvelles poches, de nouvelles réserves qui s'avèrent être les plus belles réserves. Alors certaines sont faciles à extraire, c'est naturellement le cas en Arabie Saoudite, où il vous suffit de faire un trou avec une pioche et la pression naturelle du pétrole ressortira et fera tourner les pompes quasiment gratuitement. Et puis il y a d'autres extractions qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui vont produire des pétroles tout aussi qualitatifs. Je pense au Venezuela ou ailleurs, mais qui vont nécessiter des investissements un petit peu plus lourds. Donc à la question, est-ce qu'on va manquer de pétrole? Je pense que dans les faits, on aura su nous s'en passer avant qu'on vienne d'en manquer. Parce qu'on estime, et ça diverge toujours, puisqu'il y a 20 ans, quand j'étudiais, on disait qu'il restait 50 ans de pétrole. Aujourd'hui, on dit qu'il reste toujours 50 ans de pétrole. Mais je pense que dans les faits, on aura toujours du pétrole. Simplement, on aura pris l'habitude de s'en passer ou de le consommer différemment. Et justement, c'est donc avec les énergies renouvelables qu'on pense compenser justement cette baisse du pétrole. Exactement, et c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que c'est par l'utilisation de nouvelles ressources, dites vertes, qu'on va compenser l'utilisation du pétrole. Mais aujourd'hui, le pétrole est principalement utilisé dans le maritime, dans le transport aérien et effectivement dans les transports qu'on utilise au quotidien. L'avion qui volera au solaire, on l'a vu avec Solar Impulse il y a 3 ans, c'était 2 personnes qui faisaient des ravitaillements. Avant qu'on fasse voler 350 personnes, il va falloir encore patienter quelques années. Pour les bateaux, pour les cargos, c'est différent. C'est différent parce que ces derniers peuvent déjà fonctionner autrement qu'avec du pétrole. Certains peuvent même fonctionner à l'énergie nucléaire. Alors forcément, on pense au charbon et au gaz, mais c'est plus probable que ce soit la grande tendance qui s'opère parce que la contrainte de temps peut être réduite. Je veux dire par là, si un produit que vous fabriquez à l'autre bout de la Terre met 1 mois à arriver de l'autre côté de la Terre, c'est un petit peu moins gênant que si vous prenez un avion pour aller à Sydney et qu'il vous faut voyager pendant 1 mois. Donc je pense que les choses vont évoluer, mais que les énergies vertes vont dans un premier temps répondre à des besoins de particuliers et d'entreprises que de se désengager de solutions polluantes, de réduire l'impact sur le CO2, mais ça ne viendra que diminuer à la marge la consommation générale de pétrole. Alors donc il y a aussi, on n'a pas parlé de la Chine qui est quand même un gros consommateur de pétrole. Est-ce que vous pensez qu'elle peut réduire sa consommation également?
C'est une très bonne question. La Chine, c'est le premier pays aujourd'hui importateur de pétrole. Ils en ont pas, ils en ont peu. Ils ont d'ailleurs peu de matières premières. Hein. C'est une des peines qui est leur. Mais ils vont réduire, et ils le réduisent de plus en plus. On se pointe souvent la Chine comme étant un des pays qui pollue le plus, ce qui est vrai. On relativise tout de suite quand on fait qui pollue le plus par tête de pipe. On s'aperçoit que la Chine n'est pas dans le top 10. Mais paradoxalement, je pense, c'est une analyse très subjective, je pense que ce pays a vraiment pris la mesure du risque que de dépendre trop du pétrole et a d'ores et déjà engagé un certain nombre de projets pour se décarboner, si on peut utiliser ce terme. Je ne dis pas que la Chine est verte, loin de là, hein. On a tous ces images de smog ultra épais. Je dis simplement qu'ils prennent des décisions qui vont dans ce sens, avec des solutions alternatives qui ne découlent pas forcément de l'énergie fossile. Et donc en conclusion, que peut-on dire à propos du pétrole, Sébastien Mazin-Pompidou? Eh bien, le pétrole, paradoxalement, le prix qui aujourd'hui d'actualité est autour des $30 était prévisible. Hein, et c'est ce que l'on prédisait le jour où c'était à moins 37. Pour la simple et bonne raison. On puisse lancer l'interview. Bon, allez. Mais qui convergent tous vers un cours du pétrole autour des $30. Alors, excusez-moi, Sébastien, on a été coupé. Donc, vous disiez donc le cours, on est tombé à moins 37 et depuis. Et aujourd'hui, on remonte à $30. C'était prévisible parce que la plupart des pays autour de la Terre ont un intérêt commun à avoir un prix autour des $30. Je m'explique. Les pays qui vont importer du pétrole, je pense à la Chine qui est le premier importateur, ils vont s'en servir pour produire des produits qu'ils vont vendre à d'autres pays. Il y a des pays qui paradoxalement sont ceux-mêmes qui produisent le pétrole. Donc pour vraiment vulgariser et conclure de façon très rapide, si la Chine se retrouve à produire des produits moins chers parce que le pétrole est moins cher, mais qu'elle n'arrive pas à les vendre aux pays qui produisent le pétrole parce que le pétrole n'est pas cher, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il y a une sorte de consensus, évidemment non avouable, pour dire qu'il faut quand même que le pétrole ait une certaine valeur pour permettre à l'économie de continuer de fonctionner tout simplement. Et donc le prix moyen $30 le baril, vous pensez que ça va se stabiliser? C'est quelque chose qui perdurera et les grandes majors ont forcément été amenés à revoir leur business plan avec un nouveau cours du baril lorsque le crack a été annoncé. Mais force à parier que ça s'est fait autour d'un baril sur l'année tournant autour des $25-35 et non pas des $5-10. Mais à contrario, est-ce qu'il pourrait encore augmenter à $60, comme on l'a vu aussi? Alors, c'est possible qu'il vienne à réaugmenter pour plusieurs raisons, mais pour faire très simple, on sait que tous les forages ne nécessitent pas le même coût d'exploitation. Comme je le disais précédemment, en Arabie Saoudite, pour produire du pétrole, ça coûte quasiment rien. Il suffit de mettre un clou et le pétrole sort. Alors que le gaz de schiste américain, donc très consommé aux États-Unis, coûte beaucoup plus cher. Puisque dans les faits, pour extraire une quantité suffisante, vous êtes obligé de remonter les installations et se passer de quelques mètres les unes des autres pour extraire cette matière, dans une technique qui est plus ou moins sauvage et je rappelle interdite en France. Donc ça, on sait que l'exploitation du gaz de schiste a un coût d'exploitation proche des $60 pour que ce soit rentable. Donc on sait qu'aussi le coût d'exploitation de l'Arabie Saoudite est plus faible que le Venezuela. On sait que la Russie va se positionner entre les deux. Donc après, il y a tout un enjeu géopolitique et de tension politique pour faire en sorte que le baril aussi a des taux qui aillent à tout le monde. Or, à l'instant T, je vous parle, à $30, l'exploitation de gaz de schiste américain n'est pas rentable, pétrole de schiste et gaz de schiste n'est pas rentable. Donc, on n'est pas à l'abri que certaines mesures soient prises, pourquoi pas par Donald Trump, mais pourquoi pas par d'autres pays, pour essayer d'insuffler une augmentation du cours de pétrole. Le plus simple étant de réduire la production lorsque la demande redémarrera, puisque tout est une question de règle de l'offre et de la demande. Merci beaucoup Sébastien Mazin-Pompidou pour ce tour d'horizon du pétrole. Merci. Et puis à très bientôt dans nos studios bien sûr. On poursuit au bar de l'économie nos entretiens avec nos invités du jour. Place maintenant donc au digital avec Jonathan Widor. Bonjour Jonathan.
Donc, vous avez créé JV Web en 2004, vous enseignez aussi à l'EFAP. Vous étiez venu d'ailleurs nous voir en studio pour nous parler de votre entreprise JV Web. Alors, comment marche le digital, confinement, déconfinement, quel impact pour vous et puis pour les ventes en ligne? Alors, nous, le confinement a donné une grande pause à notre fonctionnement, puisque les e-commerçants, globalement, ont été submergés de commandes, sauf sur certains secteurs, bien sûr, comme le tourisme, mais grosso modo, les e-commerçants ont été submergés de commandes, ce qui fait qu'ils nous ont dit « je veux arrêter ma publicité, parce que j'ai déjà du mal à arriver à livrer toutes les commandes que je reçois, j'ai peu de stock, j'ai peu de gens pour préparer les commandes, je souhaite diminuer ». Donc nous, on a fonctionné grosso modo à 50% de nos capacités durant cette période de confinement. Donc finalement, les sociétés avaient trop de commandes et pas assez de stock. Ça, c'est quand même, c'est pas banal, on va dire. Et donc du coup, elles ont dû ralentir leurs activités par manque de stock. Alors, c'est surtout sur la première partie, le manque de stock. Ensuite, ils ont réussi à réorganiser la chaîne logistique pour arriver à trouver des gens pour livrer et pour arriver à trouver des stocks supplémentaires. Mais malgré tout, l'activité restait à un point, on est de l'ordre de plus 30 à plus 100% sur l'ensemble de nos clients, en fait. Voilà. Alors pour vous, le même mois. Pour vous, par rapport à votre métier, quel est le bilan de l'évolution de la publicité digitale? Alors, le bilan sur cette période du confinement est négatif, puisqu'on est à peu près à moins 50% d'investissement sur Google et Facebook cumulés, avec certains marchands qui ont tiré leur épingle du jeu, et notamment ceux qui avaient du stock en magasin physique, du coup qui n'avaient pas que les stocks dans leur entrepôt de vente e-commerce. Eux, du coup, ils ont dépêché des gens dans les magasins physiques pour faire des colis et pour pouvoir les expédier. Eux, ils ont tiré leur épingle du jeu, puisque ils ont réussi à vendre en permanence. Et un de nos clients qui est dans le secteur de la mode a investi 7 fois plus que ce qu'il a investi en temps normal, en fait. Voilà, parce que lui, il arrivait à livrer, il avait des stocks dans son magasin physique. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que si on travaille via des plateformes, on reviendra sur les plateformes dans quelques minutes, en fait, les sociétés ont été chercher dans leurs magasins physiques répartis en France pour pouvoir livrer les commandes du web. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Et eux, ce qui les a sauvés, c'est du coup, ils ont des stocks extraordinaires, puisque chaque boutique en elle-même est un stock. Quand un e-commerçant va avoir un ou deux stocks centrales qui ne vendent que sur Internet, et lui, quand on double son activité, il ne peut pas aller piocher dans ses magasins puisqu'il n'en a pas, en fait. Alors, Jonathan Widor, quels sont les produits ou les secteurs qui fonctionnent bien en ce moment sur les plateformes ou sur les, comment on dit, les plateformes de vente? Alors, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui va être bricolage, jardinage, sport d'intérieur jusqu'à la fin du confinement, donc les haltères, etc. Ça a très très bien fonctionné. Vous avez également la partie alimentaire. Alors, alimentaire, tout le monde pense au drive, mais il n'y a pas que le drive en fait, puisqu'il y a également tout ce qui va être épicerie fine, site d'abonnement qui vous livre la nourriture à domicile et vous cuisinez vous-même. Eux, ils ont également une explosion de commandes, on est de l'ordre de plus 300%, donc c'est assez élevé. Vous avez également tout ce qui va être papeterie, jeux jouets, et papeterie, qui a fortement progressé. Cette année, malgré le confinement, à date, si on part du 1er janvier à aujourd'hui, la vente de livres a progressé de 4% au global, alors que toutes les librairies étaient fermées. Donc il y a vraiment eu un rush sur Internet pour les livres. Et ensuite, vous avez des secteurs qui ont bien marché. Vous avez le tourisme, forcément, et tout ce qui en découle, comme la bagagerie. Et puis, vous avez des secteurs comme tout ce qui est bijoux, tout ce qui est cadeaux, qui a beaucoup moins fonctionné parce que les gens n'avaient pas forcément envie de faire ce genre d'achat. Donc, la mode, en fait, la mode, c'est un secteur un peu particulier, puisqu'en fonction de si vous êtes sur des enfants, ça a plutôt bien fonctionné, puisque c'est achat contraint, les enfants grandissent, donc on n'a pas le choix de leur acheter des nouvelles chaussures. Et puis, vous avez sur la mode également, en fonction de si vous étiez plutôt sur des paniers, ça n'a pas très bien fonctionné. Et si vous étiez plutôt sur le premium, là, ça a plutôt bien fonctionné, puisque les gens ont continué à acheter. Donc la mode, c'est vraiment de l'ordre de moins 70 à plus 70%. Par rapport à l'année dernière, en fait. Voilà.
Merci en tout cas pour ce tour d'horizon. On comprend mieux les secteurs qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Alors, vous, votre société fait du push marketing, comme on dit. Vous avez développé d'ailleurs un logiciel pour pouvoir aider les entreprises à investir dans la publicité par Internet. Quels sont, alors, on peut dire comme pratiquement, enfin, il faut absolument que les Français se digitalisent encore plus, même s'ils ont progressé là pendant ces mois de confinement. Qu'est-ce qu'on peut parce que c'est quand même la jungle dans tous les moteurs de recherche, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à la fois en moteur de recherche qui fonctionne et puis aussi en place de marché, c'est-à-dire ceux qui font la transaction financière? Ok, alors pour un e-commerçant qui souhaite se lancer, il a deux possibilités. Soit partir sur des moteurs de recherche, donc le plus connu en France c'est Google, qui est largement le plus utilisé. Ensuite, vous avez Bing, et ensuite, vous avez Quant, qui se lance, et Ecosia, qui est un tout petit moteur de recherche, mais qui a une volonté écologique pour le dernier. En fait, ces moteurs, Quant et Ecosia utilisent le moteur publicitaire de Bing. Donc, du coup, en fait, en France, vous avez deux réseaux qui sont Google et Bing. Pour être présent sur ces deux moteurs, il faut s'inscrire sur leur réseau publicitaire et il faut payer. Par contre, pour faire ça, il faut avoir un site et, si possible, avoir un site performant, c'est-à-dire un site qui est compatible avec votre téléphone portable, qui est rapide, qui donne envie d'acheter et qui a une solution de paiement facile. Et du coup, ça donne beaucoup de contraintes. Et pour un commerçant qui débute, c'est pas forcément facile en fait de faire ses choix, d'aider toutes ses missions et en plus, ça a un coût. Pour commencer, d'avoir un coût entre 5 et 15 000 euros en fonction des solutions que vous allez prendre. Dernièrement, il y a une solution qui est très à la mode en France, qui est une solution canadienne qui s'appelle Shopify. Eux, ils permettent de démarrer seulement avec, on va dire, avec l'ordre de 200-300 euros, mais votre boutique ne va pas être forcément très belle et donner envie de commander. Donc ça, c'est la partie moteur. Et ensuite, vous avez les places de marché, qui, elles, sont à la mode depuis 2 ans, et on n'entend surtout pas avec cette dernière année. Donc, qu'est-ce qu'une place de marché? Vous êtes commerçant, vous avez vos propres produits, vous donnez votre listing de produits avec vos prix à ce site internet, à cette place de marché, et cette place de marché qui, elle, a beaucoup de visiteurs, bah, vous vous insérez dans ces listings. Et donc, moi, je vais voir un produit qui est vendu par Florence, je vais cliquer sur la page, je vais voir le produit, il va me plaire, je vais l'acheter à la place de marché, et vous, Florence, vous allez recevoir un petit email qui va vous dire « Merci d'expédier le colis à Jonathan, parce qu'il a commandé sur mon site un de vos produits. » Donc la place de marché la plus connue, c'est Amazon, mais il y en a bien d'autres. Il y a la Fnac, la Redoute, une place de marché qui fonctionne encore très bien, mais dont on oublie souvent le nom, c'est eBay. eBay, ce n'est pas des enchères. eBay, leur particularité, c'est qu'ils sont très forts à l'export. Une commande sur 3 réalisée sur leur site vient de l'étranger. Donc, si vous avez des produits typiquement français qui plaisent aux étrangers, qui plaisent aux Américains, utilisez eBay, c'est parfait. Vous avez, bien sûr, Price Minister, Etsy, qui est spécialisé dans l'artisanat, puis vous avez du commerce, et Mano Mano dans le bricolage. Donc, ces places de marché-là, le coût d'accès est assez faible. On parle d'une 50aine d'euros par mois. Voilà. Donc, et la seule chose qu'il faut avoir, c'est un listing de vos produits. Normalement, avec vos logiciels de caisse, avec votre logiciel de gestion de magasin, vous avez normalement ce listing des produits et des photos. Donc, vous les donnez à ces commerçants contre 50 euros pour vous inscrire. Et en plus, après, ils vont prendre, bien sûr, un pourcentage sur la vente. C'est normal, parce que c'est eux qui ont trouvé le visiteur, c'est eux qui ont trouvé l'acheteur, c'est eux qui ont fait le marketing, c'est eux qui ont développé la plateforme, et vous avez fourni vos produits. Donc, eux, ils prennent une commission qui est très variable, qui est de l'ordre de 10 à 35%. Donc, ça peut être élevé, hein, si on part sur 35%, ça dépend de votre catégorie de produits. Par contre, en échange, vous démarrez vite. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, vous vous inscrivez sur une place de marché, vous pouvez espérer commencer à vendre en fin de semaine prochaine. Donc, c'est très très rapide et pour un coût modeste. C'est pour tout ça. Est-ce que donc, alors merci pour cette explication, donc c'est plus clair pour moi et puis notamment pour les petits commerces, j'allais dire, ou les petits fabricants et notamment tous ceux qui créent, par exemple, pour pouvoir vendre. Et c'est l'intérêt donc des places de marché, on a bien compris, Jonathan Widor. Par contre, vous avez parlé d'une place qu'on connaît pas très bien. En fait, c'est Etsy. Expliquez-nous. Alors, Etsy, c'est une des places de marché qui existe depuis le plus longtemps dans le monde. Etsy est spécialisé dans l'artisanat. Donc, si vous êtes un artisan, poterie, macramé, peinture, que vous le souhaitez, en fait,
vous allez sur cette plateforme, vous allez mettre les photos de vos produits, donc souvent c'est des produits artisanaux, donc qui sont vendus en un seul exemplaire, ou peut-être en 2, 3, si on fait une série, mais en petits lots. Vous mettez les photos de vos produits, vous mettez les prix, vous mettez une description en français. Etsy est même capable de traduire vos descriptions si vous le souhaitez au minimum en anglais, puisque ils ont un trafic international très fort. Et puis là, ils vont réaliser des ventes pour vous dans le monde entier. Etsy, si vous avez à nouveau des produits typiquement français, ça fonctionne très bien parce que ça plaît beaucoup à l'étranger. Donc, si vous êtes en Provence et que vous avez des produits avec des cigales, des olives, ce genre de choses que vous trouvez parfois sur les marchés, si vous faites vous en mode artisanat, faut pas que ce soit du made in China, et vous pouvez vendre sur la plateforme et il y aura peut-être des Américains, des Japonais qui vont le commander directement depuis leur pays. Ce qui est intéressant pour vous, artisans, c'est que ça vous livre c'est que ça vous donne des possibilités de vendre à des clients que vous ne toucherez jamais, puisque l'Américain qui va commander va pas forcément venir dans votre boutique qui est sur Paris ou qui est à Enghien par exemple. C'est très difficile. Là, ça vous donne des nouvelles possibilités. Jonathan Widor, c'est très difficile pour un commerçant, enfin pour un fabricant de se retrouver dans toutes ces places de marché parce qu'il y en a des nouvelles, si je puis dire. Par exemple, on peut dire que Darty devient une place de marché, ou encore Facebook, on voit de plus en plus de publicités de ce type sur Facebook, ou encore Price Minister. Comment fait-on pour se retrouver? Alors, l'idée, c'est pas d'être présent sur toutes les places de marché. L'idée, c'est de vous être présent dans une, deux, voire 3 places de marché qui correspondent à vos besoins. Par exemple, si vous vendez des produits dans la mode ou dans l'habillement ou alors dans les produits maison, la Redoute c'est idéal. Si vous vendez des produits de bricolage, la Redoute c'est pas bien pour vous en fait. Ils n'ont pas de trafic et d'ailleurs ils veulent très bien ne pas vouloir vous prendre en fait parce qu'ils vont dire que les produits ne collent pas avec leur image. Mano Mano est spécialisé dans le bricolage, à l'inverse, va vous prendre avec plaisir. Si vous y allez pour vendre des vêtements de mode que vous créez, Mano Mano va dire non, désolé, mais j'ai pas de trafic. Donc du coup, on va dire que chaque place de marché a une petite spécialité en dehors de Amazon, Price Minister et eBay qui eux vendent vraiment tous les produits de tout type. Alors, en tant que conseil, Jonathan Widor, on voit aussi arriver des nouveaux outils, j'allais dire, notamment qui ont eu le vent en poupe depuis le mois de septembre, j'allais dire depuis 6 mois. C'est notamment, je pense à Instagram et à TikTok. Oui, effectivement. Donc Instagram, qui appartient à Facebook, vous permet de publier des photos depuis quelques années et là, il y a très peu de mots. L'idée, c'est de montrer ce que vous avez vu, ce que vous êtes en train de faire et puis vous êtes dans vos amis. Il y a un business Instagram qui s'est développé puisque certaines personnes sont devenues très populaires sur la plateforme et du coup vont positionner vos produits. Vous êtes un artisan, vous donnez à un Instagrammeur, vous offrez votre produit à un Instagrammeur, en échange, il va dire que c'est génial et puis éventuellement ça va vous générer des commandes. Donc il y a tout un business qui s'est développé là-dessus, surtout dans la mode ou dans les produits d'achat d'impulsion, donc les produits de l'ordre de 20, 30, 40 euros. Ça marche très très bien. Et il y a une nouvelle plateforme. Donc Instagram, c'est vraiment des photos, il y a très peu de vidéos, et c'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années. Mais dernièrement, il y a une plateforme qui s'appelle TikTok, qui s'est développée. Quand je dis dernièrement, elle a commencé à arriver en septembre en France. C'est une plateforme chinoise, qui est utilisée dans le monde entier, puisque c'est l'application la plus téléchargée dans le monde en mois d'avril en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que TikTok a vraiment explosé pendant le confinement. Pendant le confinement, ils ont multiplié par 4 le trafic quotidien qu'ils ont sur leur site, qu'ils ont sur leur application. Pourquoi? C'est que les gens ont été confinés, ils ont été limités et bloqués chez eux, et donc ils se sont dit, il fallait me divertir. Sur TikTok, ce n'est pas des photos, c'est principalement des vidéos de l'ordre de 8 secondes à 40 secondes, et en fonction de vos secteurs d'intérêt, puisque c'est vous qui allez choisir, vous pouvez avoir des vidéos de vacances, vous pouvez avoir des vidéos de sport, des vidéos de motocross, des vidéos humoristiques, il y en a énormément. Voilà. Et certains sont devenus des professionnels de TikTok pendant le confinement. Il y a 25% des chaînes TikTok qui ont démarré pendant le confinement. Donc les gens ne faisaient pas TikTok avant, n'avaient jamais publié de vidéo et ont commencé à le faire pendant le confinement. Certains utilisateurs TikTok que moi je suis sont passés de 0 abonnés du coup, 0 fans, à plus de 500 000 fans à la fin du confinement. En sachant qu'ils publient en français, donc ils s'adressent à un public francophone. Pas forcément limité à la France, mais le public anglophone, c'est très compliqué pour eux de comprendre. Donc, du coup, vous voyez le succès. Et cette plateforme, TikTok, les gens qui publient, c'est plutôt les moins de 30 ans. Par contre, les gens qui consultent
plateforme, en tant que personne qui regarde, 50% des gens ont plus de 24 ans. Donc c'est vraiment, je dirais pas toute la population française, mais c'est en grand développement. La seule nuance, c'est que ça reste encore par contre très urbain. On n'a pas beaucoup de gens qui visionnent en dehors des grandes villes ou des grandes agglomérations françaises pour l'instant. Alors là encore, Jonathan Widor, c'est la jungle des plateformes et des réseaux sociaux pour s'y retrouver pour un commerçant. Est-ce que vous utilisez les plateformes genre Instagram et TikTok pour faire de la publicité pour la vente de produits? Oui, on utilise beaucoup la plateforme Instagram pour vendre des produits, puisqu'en fait, Instagram, plus vous l'utilisez, et plus elle va savoir ce que vous aimez. Vous aimez plutôt les gens qui partent en voyage, vous aimez plutôt l'architecture. Il y a beaucoup de chaînes d'architecture, par exemple, etc. Et du coup, comme Instagram est couplé à Facebook, Facebook mélange les deux sources de données et va dire, eh ben Florence, elle adore l'architecture. En ce moment, elle regarde particulièrement les salles de bain. Du coup, moi qui suis un vendeur de produits de salle de bain, carrelage, miroir, etc., Facebook ou Instagram va automatiquement pousser ma publicité à Florence parce qu'elle va dire, en ce moment, c'est ce qui l'intéresse. Donc sur Instagram, ça marche très très fort. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle où on se parle, qui sauve, entre guillemets, Facebook et qui permet à Facebook de continuer de progresser, c'est Instagram. En fait, c'est Instagram qui prend le relais au-dessus de Facebook. Donc finalement, est-ce que tous les conseils que vous donnez passent par des utilisations de logiciels digitaux, puisque vous avez développé un langage particulier pour réaliser des audits? Oui, alors, sur Instagram, Facebook, vous pouvez utiliser directement la plateforme. Elle est assez facile d'accès, en fait. Il n'y a pas besoin de savoir-faire particulier. Par contre, Google, lui, c'est un peu plus compliqué, puisque Google a une plateforme qui est très complète, beaucoup plus que Facebook, avec des centaines de choix à faire. La première fois que vous allez l'utiliser, Google vous cache volontairement 95% des choix pour pas vous faire peur. Mais quand vous y retournez, Google après vous en propose de plus en plus. Donc, est-ce que vous ciblez des hommes, des femmes, des gens qui habitent dans telle ville? Ça, c'est des ciblages faciles. Mais après, est-ce que Florence est déjà venue sur mon site? Est-ce que Florence a déjà commandé? Et donc, Google vous pose toutes ces questions. Par contre, ça, c'est malheureusement pas sous forme d'une conversation comme je suis en train de faire avec vous, mais c'est plutôt des listes et des listes et des listes de choix et c'est très compliqué. Du coup, on a développé un petit outil qui s'appelle Saizo. Alors, Saizo, c'est un nom japonais. C'est SEISO.io. Et vous allez sur le site. Et là, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment vous avez configuré votre compte et on va vous dire où est-ce qu'on a trouvé des problèmes. Donc, par exemple, vous vendez des produits de salle de bain, vous avez acheté un miroir de salle de bain, et bien on va vous dire, sur le miroir de salle de bain, ça marche très bien sur les hommes, ça marche très bien sur les gens de 45 à 55 ans, par contre, ça ne marche pas sur les hommes. Donc, on vous le dit, et après, c'est à vous, du coup, de faire les ajustements publicitaires. Voilà. Cet outil, on l'a lancé il y a 1 an et demi, et alors aujourd'hui, il y a 5000 sites e-commerce français qui l'utilisent. Donc c'est plutôt un succès, si on considère qu'il y a à peu près 100 000 sites e-commerce en France. Alors Jonathan Widor, vous avez créé des agences à Paris, à Montpellier et puis aussi à l'étranger, notamment en Chine. Comment ça fonctionne là-bas, en Chine? Alors, en Chine, il n'y a pas vraiment de moteur. Enfin, il y a un seul moteur de recherche qui s'appelle Baidu, c'est l'équivalent de Google. Mais l'e-commerce en Chine, donc Baidu, c'est un petit acteur là-bas. Les deux gros acteurs, c'est Tmall et Taobao, qui sont l'équivalent d'Amazon, en fait. Donc, c'est un énorme site e-commerce. Et ce qui se passe, c'est que les Chinois, du coup, quand ils veulent acheter quelque chose, ils ne vont pas aller sur Baidu faire une recherche, ils vont aller directement sur Tmall et Taobao pour acheter. Et là, derrière, Taobao et Tmall, c'est une plateforme de mise en relation, c'est une plaque de marché où il y a des centaines de milliers de vendeurs chinois, de petites entreprises chinoises qui vendent leurs produits. Et il y a même certaines entreprises françaises qui vont s'inscrire sur Taobao et Tmall pour être présents. Et donc, du coup, les Chinois vont directement se répéter. Et après, les Chinois, eux, sont très sensibles à ce qu'on appelle les KOL, donc c'est les leaders d'opinion, donc c'est ce que nous on appelle en français les influenceurs, donc c'est les gens qui sont à la mode. Et quand un influenceur va dire « Moi, j'adore cette paire de chaussures, je la porte tous les jours », derrière, c'est capable de générer jusqu'à 50 000 commandes de cette paire de chaussures dans les 48 heures. Ah oui, alors, bien sûr, on est sur l'espace de la Chine, un peu plus d'1 milliard d'habitants, mais pour vous donner l'ordre d'idée, en fait. Et donc, les Chinois croient beaucoup à ces influenceurs, et eux, ils peuvent avoir un pouvoir de boost énorme de notre activité. Bien sûr, ces influenceurs se font rémunérer, c'est pas gratuit. Une publication par un influenceur va aller de 500 €
à 10 000 euros en fonction de la qualité et la taille de l'audience de l'influenceur. Voilà. Donc du coup, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement qu'en France à l'heure actuelle. Merci pour ce tour d'horizon chinois. Donc vous êtes installé à Shanghai. Et vous êtes aussi installé à Genève. Est-ce que là, en Suisse, c'est un peu différent ou est-ce que c'est similaire à la France? Non, en Suisse, c'est très très grandement similaire à la France. C'est l'habitude Google, Facebook, Instagram, TikTok, bien sûr aussi les autres plateformes, c'est très très proche. La seule particularité de la Suisse, c'est que vous êtes en français, en allemand, en italien et aussi en anglais parce qu'il y a une forte communauté internationale avec toutes les ONG, avec des gens qui ne parlent du coup aucune de ces 3 autres langues. Ce qui fait que quand vous êtes en Suisse, que vous êtes un e-commerçant, si vous voulez marcher, vous êtes au minimum obligé de publier en français et en allemand. Et idéalement de rajouter les 2 langues. Donc du coup, tout se complique, et surtout qu'il y a uniquement que 8 millions d'habitants, donc 8 millions d'habitants vous divisez par 4 langues, ça commence à faire peu de public pour le travail que ça demande de publier en multilingue en fait. Mais est-ce qu'un commerçant n'aurait pas intérêt justement, est-ce qu'un Français n'aurait pas intérêt à publier dans plusieurs langues? Alors oui, minimum l'anglais, surtout si vous voulez vendre des produits à l'export. L'avantage c'est que dans le monde, la langue anglaise n'est pas... Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est la langue anglaise et la langue espagnole. L'anglais, c'est parce qu'en fait, c'est une langue qui est parlée par beaucoup de monde, même quand c'est pas ma langue natale, je peux comprendre l'anglais. Et l'espagnol, parce que c'est une langue qui est parlée par beaucoup de monde, pareil, dans le monde. Et, mais à ce moment-là, c'est un peu différent, c'est qu'il faut quand même réussir à se faire connaître dans ces pays-là. Et donc, ça veut dire que il faut avoir des publications actives. La traduction de votre site, c'est une bonne première phase, mais ensuite, il faut aller sur les réseaux, publier vos vidéos du coup en français puis en anglais, donc ça demande un travail constant. Si vous publiez juste votre site, il y a peu de chances que vous arriviez à attirer des commandes étrangères. Voilà, c'était donc les bons conseils. Merci beaucoup Jonathan Widor pour ce tour d'horizon et s'y retrouver quand on est commerçant pour savoir sur quelle plateforme, comment vendre. Et puis, on peut toujours vous contacter. Bien sûr, on va peut-être rappeler votre plateforme. Comment on fait pour vous contacter, votre site internet? www.seiso.io. Ça, c'est pour la plateforme Google Ads. Et si vous voulez nous contacter directement, c'est www.jvweb.com. Jonathan Widor, quelle est l'évolution dans votre type d'activité, dans le push marketing? Quelle est l'évolution des métiers et des embauches que vous allez faire dans le futur ou que vous avez fait récemment? Quelles sont les particularités que vous demandez aux personnes qui vont travailler avec vous? Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on a besoin des gens qui sont prêts à apprendre en permanence. Parce que notre métier change beaucoup. Moi, c'est pas du tout... mon métier de consultant et d'optimisateur de publicité n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. En fait, il est devenu beaucoup plus technique et beaucoup plus global. Parce que on prend des données de plein de plateformes, on doit les remanier. Facebook et Google ont rajouté des options par-dessus. Maintenant, on a aussi également une problématique de langue, parce que de plus en plus de commerçants français vont à l'export. Donc du coup, c'est vraiment il faut être prêt à apprendre en permanence et il faut être prêt à se remettre en question en permanence. En fait, c'est vraiment le point le plus important dans notre métier, et d'aimer les chiffres, mais ça c'est plus classique déjà. Déjà, c'est plus classique. Alors, vous avez une autre activité, Jonathan Widor, vous enseignez depuis un petit moment et en ce moment notamment à l'EFAP. Expliquez-nous l'évolution de cette école qui, au départ, était une école de formateurs en relations presse. Oui, Vincent Monté m'a contacté il y a quelques années. Vincent Monté dirige un MBA spécialisé en digital et il m'a dit « Je souhaite ouvrir un MBA à l'EFAP. Toi qui es spécialiste de Google et Facebook, est-ce que tu serais intéressé pour venir enseigner à l'EFAP Paris, en fait, pour montrer ton savoir-faire ?» Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette formation, Vincent l'a transformée pour la rendre très technique et très e-business. C'est-à-dire que 99% des intervenants sont des professionnels. Et moi, quand je leur fais le cours, donc il y a 16 heures de cours sur Google Ads. Sur les 16 heures, il y a 3-4 heures de théorie. Et après, tout le reste, c'est de la pratique. C'est-à-dire qu'on leur fait créer des campagnes, on leur fait mettre les mains dans le cambouis. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en sortant de là, les étudiants sont prêts à aller sur le marché de l'emploi, puisqu'ils ont fait ça avec moi pour Google, mais ils font ça avec toutes les plateformes et tous les types de métiers nécessaires à faire du business. Et du coup, l'EFAP s'est complètement positionné par cette occasion, puisque maintenant, le diplôme est disponible dans 6 villes en France, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, et on a également
ouvert une école à Shanghai, en fait. Voilà. Donc, il y a également un campus à Shanghai, sur lequel il y a des Français à 80% et 20% d'étrangers. Et pareil, et là, la différence à Shanghai, c'est que du coup, on applique la culture européenne, donc Google, Facebook, etc. Et on leur apprend aussi la culture chinoise de l'e-commerce, donc WeChat, Taobao, etc. Et du coup, ces étudiants qui sont à Shanghai sont très, très demandés après, parce qu'ils ont le double cursus e-commerce, et ils sont capables de faire le pont entre l'Europe et la Chine, en fait. Et comme on sait que en Chine, c'est quand même là où il y a le plus d'usines qui fournissent tous les produits, enfin, une grande partie des produits qu'on achète, que l'Europe est quand même un gros acheteur de produits e-commerce, ces étudiants-là sont très recherchés puisqu'ils permettent de faire le pont et ils connaissent les deux cultures. Jonathan Widor, pour finir cet entretien, j'aimerais savoir comment vous voyez l'évolution de la publicité en général entre donc la radio, la télévision, le digital, la presse. Alors, je pense que cette publicité va se rejoindre. Vous avez de plus en plus, ça commence sur la TNT, de publicité, ce qu'on appelle programmatique. Alors en fait, la programmatique, c'est la façon d'acheter la publicité. Donc, quand on achète sur Internet, je suis face à un écran et je choisis mes critères. Homme, femme, quel mot-clé a été tapé sur Google, qu'est-ce que Florence aime comme type de produit, etc., etc. À la télé, actuellement, vous achetez plutôt des slots de créneaux, jeux de publicité, plutôt le soir, plutôt le matin, et ils essayent de deviner qui sont les gens derrière leur écran. Et bien maintenant, il va être possible d'acheter cette publicité directement via une plateforme, directement sur un ordinateur, sans passer par un commercial. Bien sûr, comme c'est de la vidéo, il y a toujours une partie de vérification de la vidéo pour savoir si elle respecte la loi, pour savoir si elle est qualitative, si elle n'est pas à l'image de marque du diffuseur, mais ça va pouvoir se faire. Et ça se rejoint au fur et à mesure. Il y a la même chose sur la radio qui est en train de se développer, mais tout ça, ça prend du temps parce que c'est une modification d'un écosystème qui est lourd, ça représente des centaines, voire des milliers de salariés qui travaillent dans cet écosystème. Quand sur Internet, ça a été créé directement de cette façon. Donc du coup, ça s'est fait naturellement, ce développement. Internet est parti de zéro, il y a 15 ans. Voilà. Mais donc je pense que ça va se rejoindre. Et le point positif, c'est que chaque année, pour la radio et la télé, c'est un petit peu plus dur d'arriver à vendre ces espaces publicitaires parce qu'Internet leur fait concurrence. Mais le point positif, nous, on gère 400 clients. Sur 400 clients, on en a une vingtaine qui font de la pub à la télé et une trentaine qui font de la pub à la radio. Et bien, ce qu'on remarque, c'est que ce chiffre augmente. Parce que comme la publicité Internet commence à être saturée parce qu'elle est maîtrisée uniquement par Google et Facebook, essentiellement, moi, mes clients me disent « J'aimerais bien être moins indépendant de ces deux mastodontes et d'essayer de trouver en fait des radios, de la TNT, pas forcément des télés nationales, pour essayer de développer mes produits en fait. » Voilà. Et la seule chose qui est difficile actuelle, c'est que du coup les achats se font par des commerciaux, par des représentants, et c'est un peu plus dur parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter la publicité comme ça. Et comme le programmatique se développe, là ils me disent « Ah génial, je peux acheter des spots de TNT comme je les achète sur YouTube actuellement. C'est facile, je veux bien mettre 20 000 € pour tester en fait. » Donc je pense qu'il y a encore 2 ou 3 années difficiles pour la radio et la télé, et je pense qu'après ça va rebondir grâce à cette partie programmatique. La seule chose pour les annonceurs, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes de TV. Comment font-elles pour s'y retrouver? Alors, sur la partie TNT, il y a beaucoup de chaînes de télé qui se groupent pour vendre des packs en fait. Voilà. Donc ça ne se fait pas forcément, vous n'achetez pas sur chaque chaîne, vous avez 5 ou 6 chaînes qui se regroupent pour se grouper ensemble, avoir plus d'audience et se vendre en une seule fois et pour faciliter la vie de l'annonceur qui achète la publicité. Oui. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et puis après, il existe des agences spécialisées sur la télé, avec qui on travaille régulièrement, qui elles, du coup, ont négocié également des packs avec ces télés-là parce qu'on achète régulièrement chez eux de l'espace. Voilà, on a mieux compris grâce à vous l'évolution de la publicité. Alors comment vous voyez le marché, vous, pour les mois à venir? Alors, je pense que jusqu'à septembre, ça va être assez difficile, puisque là, les parties françaises sont plutôt rassurées. Là, on voit qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas eu d'accident majeur, mais on voit que les accidents vont sûrement venir. On voit ce qui se passe chez Renault, etc. C'est un petit peu difficile. Donc je pense que du coup, les marques vont être en mode je protège mon budget et j'attends. Nous, on a beaucoup de campagnes publicitaires pour des lancements de produits qui ont été réduits, divisé par 2 ou divisé par 3 en termes de budget, parce que les annonceurs veulent faire attention. Et si en septembre, il n'y a pas eu trop d'accidents, je pense que ça va repartir normalement. Voilà. Si par contre, malheureusement, il y a beaucoup de fermetures d'entreprises ou si ça ne se passe pas très bien, je pense que jusqu'à la fin de l'année, ça va être très compliqué. On va être de l'ordre de moins 20, de moins 10 à moins 20%, même sur la partie Internet.
Donc quand même une assez grosse chute pour cette fin d'année. Merci beaucoup Jonathan Widor, on refera un point si vous voulez bien maintenant dans quelques mois. Et puis en attendant, on va vous souhaiter un très bon déconfinement. Portez-vous bien, faites attention à tous puisque cette émission s'achève. À bientôt Jonathan Widor. Je rappelle que votre site c'est jvweb.com si vous voulez avoir donc du conseil pour faire de la publicité digitale et mieux vendre vos produits, notamment si vous êtes petit commerçant. Vous pourrez réécouter en tout cas cette émission et les premiers conseils donnés sur notre nouvelle chaîne YouTube. Voilà, cette émission s'achève. Écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée ensoleillée, comme d'ailleurs toute la semaine. Et puis on se retrouve bien sûr dès demain matin. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.